Ouverture ce matin dans la capitale française de la 10e édition du Forum sur la paix. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le chef de l'État Idriss Déby Itno, prendront part à ces assises qui dureront 2 jours. Le Haut Comité technique tripartite chargé de poursuivre les discussions sur le point de revendication de la plateforme syndicale revendicative s'est réuni hier. Au sortir de la rencontre, un plan d'action du Haut Comité a été adopté. Et puis N'Djamena abrite du 12 au 14 novembre 2019 une rencontre de coopération régionale et internationale axée sur l'utilisation équitable et durable des ressources naturelles et des ressources en eau. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. La 2e édition du Forum de Paris sur la paix s'est ouverte ce matin dans la capitale française. Plusieurs chefs d'État et des gouvernements, dont le chef de l'État Idriss Déby Itno, prendront part à ces assises qui dureront 2 jours. Ibrahim Adamamat. Plus d'une trentaine de chefs d'État venus de tout le continent, une flopée de personnalités politiques et de membres des organisations de la société civile ont répondu à l'appel et participent à la 2e édition du Forum sur la paix qui se déroule du 12 au 13 novembre 2019 dans la capitale française. Le président de la République Idriss Déby Itno, toujours présent au grand rendez-vous, est venu partager avec ses pairs l'expérience du Tchad en matière de lutte contre le terrorisme et de la promotion de la paix, des thèmes qui occuperont une large place dans le débat lors des différentes sessions de ces assises de la Villette. Le chef de l'État interviendra lors des travaux à huis clos. À l'ouverture, le président de la République française, Emmanuel Macron, hôte de l'événement, a pratiquement axé son discours sur le bienfait du multilatéralisme. Il dresse le portrait d'un monde confronté à plusieurs défis, notamment la menace terroriste, la fracture économique et la déperdition climatique. Il invite le monde à plus de solidarité. Il y a eu plusieurs interventions qui ont mis en exergue la fissure qui se constate de plus en plus dans le monde, la place du Sud dans la gouvernance mondiale ou encore des expériences propres de certains États. Pour rester dans le clou des différentes thématiques choisies ont meublé la première journée des assises de la 2e édition du Forum sur la paix de Paris. La veille, le président Emmanuel Macron a offert un dîner à ses hôtes au palais de l'Élysée. Les sujets débattus ce 12 novembre ont été abordés en amont à ces dîners qui a l'allure d'un conclave. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, tout comme le président Macron, ont défendu le multilatéralisme et évoqué les grandes questions de gouvernance mondiale. Il est à noter qu'une centaine de porteurs de projets ont été identifiés dans des domaines comme l'inclusion de la jeunesse face à la crise au Sahel ou la prévention de la radicalisation dans certains pays, notamment au Kenya. Dans son intervention lors des travaux du Forum sur la paix de Paris, le président de la République a plaidé pour le financement des forces du G5 Sahel, les efforts à conjuguer contre le changement climatique et bien d'autres questions brûlantes de l'heure. Suivez. Il faudrait bien savoir qu'avant 2014, le Sahel était en paix. Et le Sahel ne connaissait pas du tout en son temps, c'est ce que vous appelez aujourd'hui terrorisme ou c'est ce que nous appelons Boko Haram et autres. Après la désagradation de l'État libyen, justement, précisément en 2014, le Mali a été envahi par le terrorisme. Les pays du Sahel, par nature, sont des pays assez pauvres, dont la population, surtout les populations dans la zone du nord sahélien, qui n'ont pas grand-chose pour vivre et qui ont été enrobés dans ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme. Donc depuis lors, ce phénomène a pris des proportions inquiétantes, mettant en cause la paix et la sécurité dans nos pays, mettant en cause aussi notre propre développement. Puisque nous consacrons une partie importante de nos ressources pour la lutte contre ce phénomène, et qui est un phénomène qui prend des proportions assez graves et qui gagne du terrain, donc ce phénomène est devenu une préoccupation aujourd'hui
pas seulement pour nos pays, mais pour aussi l'Afrique au sud du Sahara, au sud du Sahel aussi. Ce qu'il faut reconnaître, nous avons pris de bonnes décisions. Nous avons créé la force G5 Sahel en 2014. Depuis 2014 jusqu'à nos jours, la force G5 Sahel n'est pas du tout opérationnelle. Pour la simple raison que les donateurs, ceux qui se sont promis de rendre la force opérationnelle, n'ont pas tenu leurs engagements vis-à-vis de cette force G5. 1. De 2, nous avions demandé un mandat des Nations Unies sous chapitre 7 pour nous permettre de combattre légalement dans les pays des G5. Ce mandat nous a été refusé jusqu'à aujourd'hui. Donc, sans ressources, sans mandat, les soldats sont là, armes aux pieds, et comme vous écoutez dans les médias, le phénomène prend des proportions, est sorti du Mali, maintenant au Niger, au Burkina, au Tchad, au Nigeria, au Cameroun, et j'en passe. Donc, si on ne prend pas garde, ce phénomène va rentrer dans les années à venir, gagner la frontière sud du Sahel, je dis bien. Et ce sera plus difficile de combattre. Les amis aussi du Sahel ont pris des engagements pour la deuxième option, parce que la lutte simplement avec les armes à la main, par l'armée, n'est pas la seule solution. Il faut que ça soit suivi du développement. C'est ce que nous avons donc imaginé comme programme intérimaire prioritaire pour le développement. L'école, la santé, l'eau potable, les routes et autres. De bonnes intentions ont été affichées. Mais j'avoue que jusqu'à l'heure où nous parlons, rien n'a été réalisé. La pauvreté gagne avec la présence de cette nébuleuse et cette portion du terrain. Et aujourd'hui, entre les mains des terroristes, donc, les populations sont obligées, par rapport à leur pauvreté, par rapport à ce qu'elles sont, par rapport à la configuration du terrain, par rapport aussi à l'austérité climatique dans la zone, sont obligés de se donner aux plus offrants, donc adhèrent à la cause du terrorisme. Ajouter à cela le changement climatique, fortement ressenti dans nos pays. Aujourd'hui, quand vous regardez les météos, soit dans les chaînes européennes ou ailleurs, les villes les plus chaudes du monde, c'est Niamey et N'Djamena. Après les années 70, nous avons pris 2 degrés de plus de chaleur. Donc les conséquences directes du changement climatique sont ressenties plus chez nous qu'ailleurs. Donc mes chers amis, il n'y a pas de solution magique. Les pays des G5 seuls ne peuvent pas faire face à cette nébuleuse terrorisme qui prend des proportions assez graves. N'oubliez pas non plus aussi certains de nos pays, comme le Tchad, qui héberge aujourd'hui le plus grand nombre de réfugiés de l'Afrique. Nous sommes à plus de 800 000, qui impactent sur notre société, sur sécurité, impactent sur notre économie, impactent sur le social et impactent sur l'environnement. Et personne ne vient nous aider. Qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire? Les questions qu'on nous pose. Pourquoi le G5 Sahel n'est pas, contre force conjointe, le G5 n'est pas opérationnel? Mais avec quoi nous allons rendre opérationnelle cette force G5? Avec nos moyens, d'autant plus que les terroristes sont mieux armés que nos armées, mieux équipés que nos armées. Voilà les contrastes. Justement, par rapport à l'appui de force du G5 Sahel, le chef de l'État décrit le manque d'engagement de Bayer pour soutenir cette force sous-régionale. Il appelle à un engagement conséquent pour lutter contre l'insécurité dans la sous-région. Suivez le chef de l'État exhibitement. Je n'ai pas connaissance qu'il y a eu un engagement fort dans le sens du développement, même si nous avions transmis des projets au niveau de notre secrétariat permanent, même si en son temps déjà, en 2014, il y avait eu une tournée qui a été effectuée par le secrétaire général des Nations Unies en son temps,
à qui nous avions remis des projets et qui nous ont promis 12 milliards de dollars pour les 3 années à venir, rien du tout n'a été fait. En tout cas, le Tchad n'a pas vu un seul sou, un projet porteur. Je dis bien un projet porteur qui puisse aller directement aux populations qui sont concernées. C'est-à-dire aux populations qui sont vulnérables dans des zones vulnérables. À ce jour, moi je n'en connais pas un seul projet qui est déjà financé par la communauté internationale ou par les partenaires financiers ou les partenaires techniques. C'est vrai qu'à votre niveau, vous avez fait des efforts, on annonce des enveloppes, on les découvre avec vous par des annonces que vous faites aujourd'hui. Mais ça n'a pas été porté à notre connaissance, ces projets. Mais s'il y a des projets qui sont déjà sélectionnés, c'est une très bonne chose. Mais il faudra qu'il y ait un canal qui nous permette aussi de savoir et de suivre ces projets-là. Je pense que c'est le plus important à ce niveau. Il ne faudra pas que le problème de G5 Sahel ou le problème de l'Alliance qui est créé pour soutenir les actions de développement du G5 soit traité ailleurs et que les chefs d'État concernés, les populations concernées ne soient pas au courant. Et quand ça se passe en dehors de chez nous, en dehors de notre secrétariat permanent, ça, je pense qu'il y a là un problème réel à ce niveau-là. Mais au Tchad, j'avoue que je n'ai pas vu un seul projet financé par les bailleurs en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme par le développement que nous avons conçu ensemble comme stratégie, n'est-ce pas, en plus de la lutte armée que nous engageons. Retour ici au pays, le Haut Comité technique tripartite chargé de poursuivre les discussions sur le point de revendication de la plateforme syndicale revendicative s'est réuni hier au palais présidentiel. La séance a été dirigée par le président du comité, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalsé Bepaïm. Le plan d'action du Haut Comité a été adopté au sortir de la rencontre. Le Haut Comité technique tripartite chargé de poursuivre les discussions sur le point de revendication de la plateforme syndicale revendicative est installé officiellement le 17 octobre dernier au palais présidentiel. Il est composé de 23 membres. Il a tenu ce 11 novembre sa deuxième réunion autour de son président, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalsé Bepaïm Debe. Les discussions menées avec maestria par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, ont duré 2 heures. Dr Guirayo Jérémy, président du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur, SYNEX, au sortir de la rencontre. À l'ordre du jour, il avait le problème du plan d'action. Les discussions tournaient autour de ce plan d'action. Et maintenant, à la fin, le plan d'action a été adopté sous réserve d'apporter ces amendements-là et il sera présenté lors de la prochaine réunion. Je pense que c'est déjà des avancées. Si on arrive déjà à adopter le plan d'action et qu'on arrive à s'entendre sur ce plan d'action, nous allons commencer à travailler dans le sens de ce plan d'action-là pour essayer de décanter la situation. Facilitateur au sein du Haut Comité technique tripartite chargé de poursuivre les discussions sur le point de revendication de la plateforme syndicale revendicative, Abbas Seki estime que chaque parti a fait valoir ses arguments. Cette deuxième session a eu d'abord à se plancher sur le budget qui a été adopté et aussi sur le plan d'action. Ça a pris du temps le plan d'action parce que vous savez très bien qu'il y a 2 partis. Le gouvernement, il a sa vision, les travailleurs ont leur vision et il est tout à fait normal que chacun défende sa position et je ne vois pas ça mal. Les travailleurs veulent que dans très peu de temps on dise exactement qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme embellie, comme avantage par rapport à AGS, par rapport au décret 687, donc l'aspect indemnité et aussi pour lever le gel des effets financiers, des avancements et aussi les frais de transport. Le gouvernement dit que
il est dans son rôle de gérer le pays. Il y a d'autres aspects importants comme l'investissement, comme aussi la sécurité et aussi le bon fonctionnement de l'État. Et donc il a une obligation de gérer les finances, même s'il a des économies, il essaye de rattraper sur tous les plans. Des discussions jaillissent toujours la lumière. Le facilitateur Abbas Sechi garde espoir de voir les deux parties trouver un compromis. Je ne vous cache pas que c'est un débat difficile. Il faut arriver justement à convaincre les travailleurs pour qu'eux-mêmes ils rassurent leur base. Et je crois que la prochaine réunion, qui sera certainement vendredi prochain ou je ne sais pas, lundi prochain, nous allons justement discuter réellement pour rassurer les travailleurs et qu'on ne parle plus de grève. Les menaces de grève sont perçues comme un recul. Et ce n'est pas bon pour les bailleurs, ce n'est pas bon pour aussi le gouvernement. Mais moi, en tant que facilitateur, je vois ça comme la stratégie de chaque parti. Le gouvernement a sa stratégie, les travailleurs aussi ont une stratégie. L'essentiel, c'est de les amener à voir dans la même direction, c'est-à-dire consolider l'État, dans l'avantage de tout le monde. Désormais, le Haut Comité technique tripartite chargé de poursuivre les discussions sur le point de revendication de la plateforme syndicale revendicative se réunira tous les vendredis au palais présidentiel autour de son président, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe. Un protocole de paix et de sécurité a été signé hier entre le gouvernement et les comités d'autodéfense de Miski dans la province du Tibesti. La cérémonie de signature a vu la présence du médiateur Abdelkerim Sharfatin, par ailleurs directeur général de la douane et chef de mission du chef d'état-major général des armées, le général Taher Erda, du directeur général de la DGSI, officiers généraux responsables du comité et chefs traditionnels. Le point avec Kalen Kafata. C'est désormais officiel. Le gouvernement et le comité dit d'autodéfense de la commune de Miski dans la province du Borkou matérialisent l'accord d'entente dans le cadre d'une paix durable dans cette partie du pays. Ont apposé leur signature au bas des documents pour le compte du gouvernement le médiateur Abdelkerim Sharfaddin Mahamad, par ailleurs directeur général des douanes, le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée Taher Erda Taïro, le DG de la DGSI, le général des corps d'armée Mahamad Idriss Déby Itno, les responsables du dit comité et les chefs des cantons du département de Mikoussi. Était présent à la cérémonie de signature de cet accord le chef d'état-major de l'armée de terre Baradine Haroun Hagar, le directeur général de la gendarmerie nationale adjoint Ahmad Abdallah Ahmad et plusieurs officiers supérieurs de l'armée. Par la signature de cet accord, le comité d'autodéfense de Miski, qui désormais se dénomme Association pour le développement de Miski, s'engage à œuvrer aux côtés du gouvernement pour faire régner l'autorité de l'État pour la restauration de la paix dans cette contrée du pays et la cessation de toute activité minière de manière illégale. Je me réjouis du fait que la population du Miski et les responsables des chefferies traditionnelles du département de Mikoussi ont écouté et compris le vœu et la main tendue du chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno. Cet esprit a guidé les ressortissants de Miski que vous êtes, malgré le fait de manipulation, d'accepter la voie des raisons et de comprendre l'inégalité de la voie de contestation. Le gouvernement, pour sa part, prend l'engagement de doter le département de Mikoussi des infrastructures sociales de base pour lui permettre de se développer et à créer des emplois pour les jeunes. S'agissant des ressources minières de Miski, l'État mettra en place un mécanisme d'exploitation rationnelle conséquent. Les retombées seront bénéfiques, si bien pour la commune de Miski que pour le département de Mikoussi, au-delà pour le reste du pays. Le mécanisme que mettra l'État en place créera des emplois pour les jeunes de Miski. Aussi, l'État dotera le département de Mikoussi des infrastructures scolaires, sanitaires, et tous les enfants du département de Mikoussi iront à l'école sans exception, filles comme garçons. Des forages seront implantés partout où il y a le besoin sera pour permettre afin du pâturage facile dans la zone. Tous les efforts planifiés ne peuvent se faire que dans la paix et la sécurité. Pour le représentant de la population, la page du recours à la violence est complètement tournée à Miski. Nos remerciements vont encore plus particulièrement à son Excellence,
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, partisan de la paix dans le monde, qui a voulu retrouver la paix par la voie pacifique à Miski. Oumar Kokoy, originaire de Miski, l'un des acteurs majeurs de la médiation, s'en félicite aussi. Il invite ses frères à faire recours à la voie pacifique en cas de revendication. Mahamad Kokoy, un jeune de la localité, voit en la signature de cet accord un signe de développement de leur département. Nous sommes vraiment heureux que les deux parties ont trouvé un accord fiable, crédible. Pour un développement durable, il faut également passer par un accord durable, une paix durable. Sans sécurité, il n'y a pas de paix. Rappelons que sur le champ, toutes les armes et munitions détenues illégalement par les civils ainsi qu'un véhicule blindé ont été remis aux forces de défense et de sécurité. Dans un communiqué de presse, l'UNDR, Union nationale pour le développement et le renouveau, s'est réjoui de l'accord de cessation de s'affrontement conclu entre les forces gouvernementales et celles du comité d'autodéfense de Miski dans le Tivesti, survenu à Djamena la semaine dernière. L'UNDR souhaite que cette fois-ci soit la bonne et réitère sa demande pour que des négociations avec tous les groupes politico-militaires qui opèrent dans le pays et que le peuple tchadien en soit amplement informé par le canal des partis politiques. Le communiqué de conclure que la réconciliation est l'affaire de tous. À la signature du communiqué de presse, le premier vice-président chargé de relations extérieures et de la communication de l'UNDR, Célestin Topona. Le ministre du Pétrole, de Mines et de l'Énergie, Mahamat Hamid Kouha, a lancé les travaux de l'atelier de validation du code pétrolier. La révision de ce code pétrolier permettra à terme de constituer un important levier pour booster l'économie nationale. Reportage Mahamadou Mamoursal. Pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme du secteur pétrolier au Tchad, le ministère en charge du pétrole, des mines et de l'énergie soumet le projet de code pétrolier à l'appréciation des techniciens du secteur et experts nationaux et internationaux en hydrocarbures pour sa réforme. La révision du code pétrolier tchadien permettra à terme de constituer un important levier pour booster l'économie nationale tchadienne. Le Tchad doit en effet adopter des standards de l'industrie les plus avancés et maintenir son attractivité internationale. Un tel travail doit être fait par une approche inclusive et participative. Pour le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, des activités de prospection seront menées pour mieux cibler et contrôler les zones pétrolières. Aussi sur l'ensemble, c'est l'exemple des pays frères, membres de l'APO, il est proposé de créer un régime amélioré des activités de prospection. La prospection, en effet, est indispensable à la connaissance et à la valorisation de notre domaine pétrolier. C'est sur la base d'un travail de prospection qu'il est possible de mieux cibler les zones qui devront être explorées en profondeur. Durant 2 jours, les experts en hydrocarbures examineront et valideront les projets soumis à leur appréciation afin de mettre à la disposition du ministère en charge du pétrole un document juridique fiable et viable pour un bon usage des activités pétrolières au Tchad. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Mohamed Brahim Djamaladine, est à Béché, chef-lieu de la province du Ouadaï. Ce matin, il a rencontré les responsables de la dite province, la protection de l'environnement au centre de la rencontre. Guido Mohamed Bak. Dès son arrivée à Abéchu, le chef du département de l'environnement, de l'eau et de la pêche, Mohamed Ibrahim Djamaladine, a dirigé une rencontre regroupant les responsables à divers niveaux ainsi que les agents forestiers de la localité. Occasion pour le gouverneur du Ouadaï de se réjouir de la présence du ministre de l'Environnement dans la province. Pour le gouverneur, cette visite traduit l'intérêt qu'accorde le gouvernement à la protection de l'environnement. Le ministre de l'Environnement, de l'eau et de la pêche, Mohamed Ibrahim Djamaladine, a relevé que son déplacement à Béchi consiste à évaluer le service environnemental et également d'accueillir la deuxième vague des Oryx et d'Adax, puis les acheminer vers la réserve de Wadi Rimé et Wadi Hachim dans la province de Wadi Fira. Le ministre Mohamed Ibrahim Djamaladine a parlé ensuite de la mise en place du comité provincial chargé de contrôle et de lutte contre la coupe du bois et le braconnage afin de mieux préserver l'écosystème. Avec la nouvelle dynamique de mise en place
des comités provinciaux, nous avons voulu décentraliser certaines choses pour que certaines mauvaises pratiques d'agents véreux qui se font passer pour des agents de l'environnement puissent trouver leur solution localement. Pour le ministre, la lutte contre la dégradation de l'environnement est l'affaire de tous. Cependant, il a invité les uns et les autres au respect des mesures relatives à la protection de l'environnement. N'Djamena abrite du 12 au 14 novembre 2019 une rencontre de coopération régionale internationale axée sur l'utilisation équitable et durable des ressources naturelles et ressources en eau. Il s'agit en fait de la formation sur les outils de gouvernance et de coopération transfrontalière en matière de gestion de ressources partagées des membres des organes et de la commission du bassin du lac Tchad. Le point avec Vareladj. Les experts des pays membres de la CBLT, la commission du bassin du lac Tchad, réunis autour de cette table, échangent sur l'eau comme une source indispensable à la vie, au développement et à l'environnement. Conscient du rôle prépondérant que joue le secteur de l'eau, le projet Bridge Building River and Governance, qui signifie bâtir le dialogue et la gouvernance autour des cours d'eau, mise en exécution en 2015, contribue à l'amélioration de la coopération entre les pays riverains du lac Tchad en appliquant la diplomatie de l'eau sur tous les niveaux. La maîtrise de l'eau et son utilisation durable constituent dès lors l'une de ces questions majeures devenues aujourd'hui un défi à toutes les échelles d'un pays ou d'un bassin hydrographique. Depuis l'échelle macro des bassins transfrontaliers jusqu'à l'échelle communale, dans les portions nationales de nos sous-bassins partagés, des stratégies adaptées doivent être pensées et mises en œuvre avec la participation effective et active de tous les acteurs. C'est pour donc dire qu'il faut que cela passe par la concertation. Cette rencontre se veut un moment important pour les participants qui seront outillés sur la coopération transfrontalière pour la mise en œuvre effective de la charte de l'eau de la CBLT. Raison pour laquelle le secrétaire exécutif de cette institution régionale invite les différentes parties à une synergie d'action. Il est important de rappeler qu'en ce qui concerne la charte de l'eau de la CBLT, 4 pays sur 6 l'ont déjà ratifiée, ce qui fait les 2/3 des membres de la commission. Ainsi donc, le processus de son entrée en vigueur est entamé et il est en cours. Nous allons compter sur vous, chers participants, pour nous accompagner dans cette noble tâche, car cette formation va vous outiller pour la mise en œuvre de toutes les dispositions de la charte et ses annexes. Cette rencontre régionale regroupe 40 experts, membres des organisations de la commission du bassin du lac Tchad. C'est tenu ce matin la réunion du comité sous-régional de pilotage de site MIC Afrique centrale. Objectif, examiner la mise en œuvre du projet MIC, du programme MIC Force et Faiblesse. C'est la directrice générale des ressources forestières phoniques et de la pêche qui a présidé la cérémonie. Waktarouz. Le projet minimiser l'abattage illégal des éléphants et d'autres espèces menacées d'extinction réunit autour de lui les experts des pays membres. Il s'agit pour eux d'examiner la mise en œuvre du projet MIC, ses forces et faiblesses, faire des recommandations pour la mise en œuvre du projet, examiner la situation du commerce de l'ivoire dans la sous-région et échanger sur le niveau du braconnage et les opportunités pour les États présentés par le Fonds pour l'éléphant d'Afrique. Autant de problématiques pour répondre au braconnage dans la sous-région. L'Afrique centrale est l'endroit prisé des bandes armées spécialisées dans le braconnage de l'ivoire qui alimentent le commerce illégal des produits phoniques à travers le monde. Des études montrent qu'à travers leur aire de répartition en Afrique centrale, les populations d'éléphants des forêts et des savanes ont diminué respectivement d'environ 62 à 90% au cours des 10 dernières années. Pour le représentant de l'Union internationale
pour la conservation de la nature et des ressources UCN, Eugène Messina, ce travail permettra de mesurer l'ampleur de la criminalité faunique sur le continent. Pour le docteur Mrigesh Chouatria, analyste de la coordination générale Mike du Kenya, ces multiples efforts des uns et des autres pour la lutte contre le braconnage et l'abattage illégal dans la sous-région sont à saluer. Le programme Mike, faut-il le rappeler, est présent au Tchad depuis plus de 10 ans et se trouve principalement installé dans le parc national de Zakouma. L'École nationale de formation judiciaire, avec l'appui du projet d'appui à la justice du Tchad, phase 2 Prajuste, organise dans les locaux de la conférence épiscopale du Tchad un atelier de validation de plans de formation de magistrats, greffiers, auxiliaires de justice et cadres du ministère de la Justice. Objectif, procéder à un examen de ce plan de formation continue de la stratégie de renforcement de capacités et suivi évaluation. Léa Bengueri. Tenant compte de l'évolution rapide des techniques juridiques, la formation continue demeure un des instruments stratégiques qui permet aux acteurs judiciaires de mieux faire face aux défis de l'heure. C'est pourquoi il est essentiel pour les acteurs concernés de bénéficier d'un dispositif de formation continue adapté à leurs fonctions et responsabilités. Dans cette optique, l'École nationale de formation judiciaire NFJ et le projet d'appui à la justice au Tchad phase 2 organisent cet atelier de validation en vue de renforcer les capacités des différents acteurs. Le présent atelier marque une étape supplémentaire dans la réforme de l'École nationale de formation judiciaire, a signifié le directeur général du ministère de la Justice chargé des droits humains. Dans cette perspective, le NFJ, dont la mission principale est la formation initiale et continue du personnel judiciaire, demeure le cadre privilégié de l'expression de cette volonté politique. À cet égard, l'atelier de restitution du plan de formation continue de l'ONFJ qui nous réunit ce matin vient à point nommé quand on sait que de nombreuses faiblesses ont été relevées dans la formation initiale dispensée depuis quelques années par l'ONFJ. Pour le directeur général de l'École nationale de formation judiciaire, Brahim Al-Khalil Iliou, cette rencontre constitue un cadre idéal pour les magistrats, greffiers et autres acteurs issus des professions libérales d'échanger de façon participative pour parvenir ensemble à concevoir un programme de formation qui permettra à la justice de fonctionner en parfaite harmonie. À l'initiative du ministère de l'Éducation, les experts et techniciens du système éducatif valident un plan de contingence de l'éducation du Tchad. Les travaux se déroulent depuis ce matin dans un hôtel de la place. Moussamboto Abdoulaye. Bientôt, le Tchad disposera d'un plan national de contingence de l'éducation PN7 2020-2024. Un document conçu par les experts et techniciens du système éducatif tchadien. Initié par le ministère de l'Éducation et de la Promotion civique, ce plan se veut une vision globale à la réponse aux multiples catastrophes auxquelles le pays fait face à tout moment. Pour pouvoir assurer la continuité de cette éducation, qui est une des priorités du gouvernement tchadien, que le gouvernement tchadien a décidé de développer un plan national de contingence. Plan national qui était préconisé déjà dans le plan intérimaire de l'éducation du Tchad pour justement permettre d'être préparé et de développer des mécanismes de réponse aux urgences en éducation. Le Tchad est un pays qui non seulement fait face aux aléas climatiques récurrents, mais aussi accueille beaucoup de réfugiés sur son sol, des facteurs qui impactent sur le système éducatif. L'arrivée massive des réfugiés, le retour des compatriotes fuyant les pays voisins en conflit et le déplacement des personnes vivant dans les zones d'insécurité ont exercé une forte pression sur le secteur de l'éducation depuis plus de 15 ans. Face à cette situation, le gouvernement a pris un engagement dans sa lettre de politique éducative pour la période 2018-2020 d'élaborer un plan de contingence pour assurer la continuité des services éducatifs en cas de survenance de risques. Le plan national de contingence de l'éducation du Tchad, PN7, faut-il le mentionner, est arrimé à la 4e composante des ODD, les objectifs de développement durable visant à assurer l'éducation de qualité à tous d'ici 2030.
Les locaux de l'École nationale supérieure de travaux publics ont servi de cadre ce matin pour le lancement des journées scientifiques et partenariales des écoles doctorales du Tchad. La cérémonie de lancement a vu la présence du président de l'université de N'Djamena, de représentants de l'agence universitaire de la francophonie et quelques enseignants-chercheurs. Nédion Patricia, voyez coucou. Lancé officiellement le 25 septembre 2019 par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, David Oudengar, les 2 écoles doctorales ouvrent leurs portes pour des journées scientifiques et partenariales. Il est ici question d'entrer les 2 écoles doctorales avec les 11 formations doctorales, d'échanger sur les opportunités des partenariats et proposer des perspectives pour le démarrage effectif des activités académiques de ces 2 écoles. L'ouverture d'un cycle de doctorat au Tchad est un événement d'envergure qui propulse dans une nouvelle dimension notre système d'enseignement supérieur et ouvre l'horizon au domaine privilégié de la recherche. Mais au-delà, il représente aussi à l'échelle du pays un tournant décisif. Le président de l'université de N'Djamena exhorte lui les responsables des écoles doctorales à procéder aux inscriptions et au lancement des activités académiques dans les plus brefs délais afin d'accélérer l'opérationnalisation des formations doctorales. L'Agence universitaire de la francophonie, une association internationale regroupant des universités et centres de recherche scientifique ayant en commun la langue française, promet d'accompagner ces 2 écoles doctorales. Cet appui apporté aux écoles doctorales n'est qu'un premier pas dans l'engagement de notre agence vis-à-vis des écoles doctorales du Tchad. D'autres appuis aussi variés que multiformes suivront: le renforcement des capacités du personnel et des laboratoires pour le bon fonctionnement de ces jeunes écoles doctorales dont le succès nous interpelle tous. Ces 2 jours de réflexion permettront aux participants également de mettre les points sur les i afin de mieux appréhender cette rentrée académique 2019-2020 dans ces 2 nouvelles écoles doctorales. La modalité d'appui budgétaire, le sujet au centre d'un atelier de formation, une initiative du programme d'appui à la consolidation de l'État financé par le ministère des Finances de concert avec l'Union européenne. Cet atelier vise à outiller les membres du comité sur le processus d'appui budgétaire. Ahmed Ngarasta. Depuis 2015, le pays traverse une crise économique et financière sans précédent suite à la chute du prix du baril du pétrole ainsi qu'aux menaces sécuritaires créées par la secte Boko Haram. Cette crise a entraîné le gel des investissements publics. Pour inverser cette tendance, les partenaires techniques et financiers du gouvernement tchadien intervenant dans le domaine des finances publiques ont décidé d'accompagner le Tchad en lui accordant des appuis budgétaires. C'est dans cette optique que le programme d'appui à la consolidation de l'État a initié sur l'appui budgétaire. L'objectif étant de permettre durant les 2 jours de session aux participants de maîtriser le processus d'élaboration du budget, sa mise en œuvre et son suivi. Je suis très content que vous soyez ici en nombre et j'espère que vous allez tirer le meilleur profit de cette formation et que nous aurons l'occasion d'en discuter ensemble parce que souvent nous avons de nombreuses réunions ensemble sur le sujet. Le directeur général du ministère des Finances et du Budget invite les participants au dynamisme. Afin de rendre efficace le comité technique de négociation, il s'avère indispensable de renforcer les capacités de ses membres pour qu'ils maîtrisent mieux les enjeux de l'ensemble des processus d'appui budgétaire et de mieux préparer et assurer le suivi de leur mise en œuvre en vue d'atteindre les résultats escomptés. C'est dans cette perspective que s'inscrit cette formation. Cet atelier est rendu possible grâce au programme d'appui à la consolidation de l'État financé par l'Union européenne en partenariat avec le ministère des Finances et du Budget. La représentation diplomatique de l'Allemagne au Tchad a célébré en différé hier soir le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. La cérémonie anniversaire a vu la présence de plusieurs personnalités. Dame qui je vais l'ethnie.
Le mur de Berlin a chuté il y a 30 ans, un événement marquant la réunification de l'Allemagne qui jadis était divisée en deux sous l'effet de la guerre froide. La communauté allemande vivant au Tchad le commémore avec face. À cette célébration de l'unité de l'Allemagne, qui est de nos jours une force économique dans le monde, outre la présence des diplomates accrédités au Tchad, le ministre des Affaires étrangères s'est fait représenter par Sanda Iljima Badamalo, directrice générale de son département. L'Allemagne unie se fixe des défis à relever. 30 années après, ce n'est pas seulement la joie et l'euphorie que nous, les Allemands, éprouvons, mais aussi une grande responsabilité. La liberté n'est pas gratuite et il faut lutter tous les jours afin que notre monde soit meilleur. L'occasion est tout indiquée pour le diplomate allemand de magnifier l'excellence des relations qui existent entre son pays et le Tchad, un acteur clé dans la recherche de la stabilité et de la sécurité en Afrique subsaharienne. Il est soumis pour examen et validation la fiche de profilage des personnes désengagées et capturées de Boko Haram. C'est à la faveur d'un atelier organisé par le ministère de la Justice en collaboration avec l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. En juillet 2019, il a été lancé le programme de désengagement des associations, de réinsertion et de réconciliation au Tchad des personnes désengagées et capturées de Boko Haram. Le présent atelier, organisé conjointement par le ministère de la Justice et international pour les migrations, permet aux différentes composantes de réviser et de valider la fiche de profilage. Ils auront à échanger sur les rôles et les responsabilités des entités intervenant dans ce processus. En tant que technicien chargé des investigations, vous devez être collaborateur de premier ordre des magistrats dans la conquête de la vérité et la recherche d'une justice respectueuse des droits et libertés. Cette journée d'échange sera pour vous l'occasion de trouver des formules appropriées et conformes aux normes communément exigées à la matière. À terme, le formulaire objet de cette rencontre aidera l'autorité de poursuivre un référencement sûr et fiable dans la prise des décisions. Une délégation de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, de mines et de l'artisanat conduite par le vice-président Hassan Ahmad Adoum a fait une descente ce matin au marché de Dembé pour constater des visu les dégâts causés par l'incendie. Ali Ibrahim Suleiman. L'incendie survenu au marché de Dembé dans la nuit du dimanche 10 novembre aux environs de 20h fait toujours couler encre et salive. Provoqué par un court-circuit, l'incendie occasionne ainsi une perte énorme de biens et autres produits alimentaires. Une importante somme d'argent et près de 100 boutiques réduites en fumée. La Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat s'est dit constater avec regret les incendies dans les différents marchés de la capitale. Pour ce faire, le vice-président de la CCMA appelle les commerçants des marchés au respect des consignes administratives et aux opérateurs économiques à soutenir les victimes de cet incendie. Ceci pour œuvrer et contribuer à l'économie nationale. Notons que la perte de biens qu'a occasionné l'incendie se résume autour de 800 millions de nos francs. La délégation du MPS de l'Inde-Ouest, venue pour le 8e congrès extraordinaire organisé hier, une cérémonie de réjouissance, remerciements et de soutien au président fondateur du parti. Les militantes et militants du conseil provincial de l'Inde-Ouest se félicitent du consensus et se disent prêts à affronter les prochaines élections législatives et locales. Ayant traduit en acte les orientations du président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno, lors du 8e congrès extraordinaire, demandant aux responsables du parti de tenir compte de la base dans la désignation des membres du CNS et des candidats aux prochaines législatives et locales, la délégation du MPS de l'Inde-Ouest s'est réjouie du consensus qui a prévalu. Réitérant leur soutien au président fondateur, ces militants manifestent leur fierté et engagement. La délégation des membres du CNS de l'Ouest, nous sommes tous venus ici, comme vous l'avez remarqué, c'est la base. Nous avons trouvé un consensus qui
consensus qui est inclusif, où tout le monde est pris en compte, nous les jeunes, les femmes et les anciens. Donc, je tiens à remercier le chef de l'État. La base a pris ses responsabilités, comme vous venez de le voir. Et Inch'Allah, les élections qui se pointent à l'horizon, nous devons nous préparer et gagner ces élections. Les militants du MPS de l'Enedi Ouest, représentant les différents départements, se disent mobilisés à relever les défis aux côtés de leurs camarades Idriss Déby Itno. La jeunesse n'est pas du reste. On remercie M. le Président de la République beaucoup et énormément. Et puis nous, dans la région de l'Ouest, on est toujours derrière 100% MPS. On est prêt à affronter l'élection et puis Inch'Allah, on gagnera 100%. La présidente du conseil départemental de l'OFF MPS, Hadje Bakhit Agalma, et celle du conseil provincial de l'Enedi Ouest, Gourdie Hemedi, expriment leur reconnaissance et leur indéfectible soutien à la présidente d'honneur de l'OFF MPS, Hind Déby Itno. Elles promettent des victoires plus éclatantes aux prochaines législatives et locales. Les élus locaux de la ville de N'Djamena sont à l'école du savoir. L'objectif de cet atelier est de sensibiliser les maires sur le coaching territorial. Le point avec Abdelhadi Massali. Cet atelier de sensibilisation sur le coaching territorial au profit des élus locaux de la ville de N'Djamena vise à accompagner la mise en synergie des acteurs locaux afin de promouvoir le développement durable et l'attractivité du territoire. C'est un outil qui est encore récent et plus développé précisément au Maroc, dans la région de l'Oriental, que cette expérience a été développée, expérimentée dans la région de l'Oriental. Et donc c'est une nouvelle approche qui consiste à accompagner les collectivités territoriales décentralisées et qui permet de réunir les élus locaux, la société civile et les services déconcentrés de l'État. C'est-à-dire que l'État est représenté sur le territoire par ces services déconcentrés qui permet à ces différents acteurs-là de s'asseoir, de dialoguer ensemble dans une dynamique de changement de comportement. Gondon Noël a par la suite exhorte les élus locaux de la ville d'N'Djamena à suivre avec une attention particulière les travaux de l'atelier. La Bibliothèque nationale sert depuis ce matin pour deux activités de la Semaine africaine de sciences organisée par les femmes issues de différentes organisations de la société civile. La Semaine africaine de sciences vise à susciter chez les jeunes le goût de la science et de la technologie. Des organisations de la société civile en route pour 7 jours d'activité en faveur de l'essor des sciences au Tchad. Elle vient de lancer pour la première fois dans le pays la Semaine africaine des sciences. Une semaine qui a pour objectif de susciter chez les jeunes la vocation pour les sciences. La Semaine africaine de la science a pour objectif de promouvoir l'intérêt et l'investissement dans la science et la technologie en Afrique. Et aussi d'encourager la participation à des événements scientifiques tels que nous sommes en train de le vivre actuellement. Au cours de cette Semaine africaine des sciences, des événements majeurs seront organisés au niveau national. Il s'agit entre autres des causeries débats, des campagnes de sensibilisation, des foires de l'entrepreneuriat agricole et des techniques de l'information et de la communication et des cérémonies de récompense aux figures féminines de la science tchadienne. Une initiative que le représentant du ministre de l'Éducation nationale salue. Je voudrais donc saluer l'effort indéniable et le dynamisme des jeunes de la Semaine africaine des sciences, des organisateurs Nirvana et les autres pour la réussite de cette manifestation marquant la cérémonie de la Semaine africaine. Première du genre, cette initiative est louable et mérite tout l'encouragement du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civile. Au niveau continental, la Semaine africaine des sciences est célébrée depuis 2015 pour combler les écarts entre la science en Afrique et dans le reste du monde, faciliter la transformation des idées en action et construire une communauté scientifique. Les participants à cette journée de N'Djamena s'exhortent à plus d'actions en faveur du développement de la science et de la technologie africaine.
Sortie médiatique du secrétaire permanent du Haut Conseil national de coordination pour l'accès au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Dr Kujirangi Ngartonan dénonce la rupture des produits sur le marché. Un extrait de ses propos. À travers le HCNC, le Tchad a bénéficié des subventions pour la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Nous rappelons les acteurs de la mise en œuvre à travailler de concert avec les organisations à base communautaire et la société civile afin de donner large information à la population. Nous déplorons les ruptures artificielles et la péremption des produits occasionnées par certaines personnes mal intentionnées. Il convient aussi de souligner que la mise en vente de ces produits est formellement interdite. Le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, fait de la santé son cheval de bataille. C'est le lieu ici de rappeler les multiples efforts consentis par le chef de l'État dans le domaine de la santé en instituant la réunion mensuelle de santé du 24 qu'il préside personnellement malgré son agenda très chargé. Aussi, le fait que le chef d'État ait rattaché le HCNC à la présidence de la République est un signe fort de son engagement à faire de la santé du peuple tchadien la priorité des priorités. Nous tenons à témoigner notre sincère gratitude. Par la même occasion, nous demandons aux organisations de la société civile de soutenir dans leur action les efforts du gouvernement, d'assurer le relais des agents de santé pour appeler la population au dépistage volontaire et précoce des VIH, la tuberculose et sensibiliser la communauté à l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Des règles élémentaires de protection contre le VIH, la tuberculose et le paludisme doivent être vulgarisées par la société civile. L'équipe numéro 3 de la brigade mobile chargée du contrôle et de la surveillance des activités foncières a été installée ce matin. Les activités de la dite brigade devront couvrir les communes du 6e, 7e et 9e arrondissement. Kamlar Abiba. Dans l'optique de contrer les occupations anarchiques des périmètres urbains, le gouvernement décide de mettre fin aux différents conflits fonciers dans la ville de N'Djamena. C'est ainsi qu'une brigade mobile chargée de contrôler et de surveiller les activités foncières est mise en place par arrêté numéro 13 du 6 mai 2019 par Ajda Mahamad Remé, ministre de l'Aménagement, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme. Lorsqu'un citoyen désormais est dans le besoin d'avoir des services, des cadastres, il doit s'adresser aux institutions ou services compétents de l'État, c'est-à-dire la mairie ou le ministère de l'Aménagement du territoire, qui se chargeront par la suite de désigner des techniciens avec des ordres de mission du massien pour exécuter ou rendre ce service. Pour l'application de cette mesure, Kidandi Djosala Thomas, inspecteur technique du ministère de l'Aménagement et de l'Urbanisme, assigne les principales missions de cette brigade mobile. Cette mission consiste entre autres à lutter contre l'étalement urbain et les occupations anarchiques ou illégales de sites aménagés ou à aménager. Le maire du 9e arrondissement, Mahamad Kerima Saleh, lance un appel à l'endroit de ceux qui occupent anarchiquement les sites non viabilisés ou lotis de libérer les lieux, car l'État reste et demeure le souverain. Et puis au bas de ce journal, cette page noire, le chef de canton Djatné dans la province de Bata, Soumaïn Al-Damin Soumaïn, a décidé ce matin. Le gouverneur de la province de Bata, Aliouadou Abdullah, et ses proches collaborateurs ont assisté à l'inhumation du regretté dans son village natal, situé à quelques kilomètres d'Ati. Mamata Djibrinalho.
un pilier de la chefferie traditionnelle tchadienne, tire sa révérence. Soumaïn Al-Amin Soumaïn, chef du canton d'Atne dans le département de Ouadirime, province du Bata, s'en est allé suite à une longue maladie. Dès l'annonce de sa disparition, parents, amis et surtout autorités administratives et traditionnelles, avec à leur tête le gouverneur du Bata, Aliou Adam Abdoulaye, se sont convergés vers le domicile du défunt pour ensuite accompagner le corps à Al-Boutal, chef-lieu du dit canton, situé à 7 km au nord d'Ati. C'est ici, près de la tombe de son feu père, que repose désormais le défunt Soumaïn Al-Amin Soumaïn. Le gouverneur du Bata, Aliou Adam Abdoulaye, témoigne en lui son caractère d'homme rassembleur et d'administrateur chevronné. C'est le contact personnel qu'il a eu dans sa vie avec les autres. Et c'est la raison pour laquelle il a eu une grande foule aujourd'hui qui l'a accompagné. Et je souhaiterais que ses enfants aussi imitent ses pas pour réunir l'ensemble de la famille autour d'eux. Et c'est mon souhait le plus ardent. Avec des cœurs pleins de tristesse, les parents du défunt ont exprimé leur gratitude aux autorités locales d'avoir partagé leur peine et assisté à l'enterrement. Né en 1952, Cheikh Soumaïn Al-Amin Soumaïn a succédé à son père à la tête de ce canton en 2002. Mais auparavant, il a servi dans l'administration publique comme sous-préfet à plusieurs reprises. Il était également un ancien officier de l'armée. Soumaïn Al-Amin Soumaïn laisse derrière lui 22 enfants et 2 veuves. Et sur ce, c'est cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir.